c'est un revirement par rapport à ce que l'administration Biden disait tout à fait dans les premiers mois, à ses débuts. Ouais. C'est un revirement par rapport à ce que l'aile de gauche ou d'extrême gauche des administrations affirmait de son côté. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec comme thème cette semaine le récent rapprochement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, ainsi que la prochaine visite du président Biden en Israël. Pour en parler avec nous dans le studio, nous avons le plaisir de recevoir Michel Gurnfirkel. Michel, vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient. Vous êtes auteur aussi de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël et sa région. Vous êtes aussi le rédacteur en chef émérite de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles que vous avez dirigé de longues années. Et aussi, vous êtes chercheur, entre autres, au think tank américain Middle East Forum. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit, la prochaine visite du président Biden après Jérusalem et Ramallah, ce sera aussi une étape importante à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce qui a donc poussé maintenant la Maison-Blanche à vouloir se rapprocher donc de l'Arabie Saoudite, alors que tout début de son mandat, on se souvient que Biden avait, y compris pendant sa campagne, avait vilipendé le régime saoudien pour ses violations des droits de l'homme, entre autres, et on pouvait penser que l'Arabie Saoudite était un régime paria pour Washington. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Que l'Arabie Saoudite ait une conception des droits de l'homme et accessoirement des droits de la femme, qui n'est pas exactement celle des États-Unis, du monde occidental en général, on le savait depuis très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir en Arabie Saoudite du prince héritier, MBS, Mohammed bin Salman, on a assisté à un changement géopolitique très important de la part de l'Arabie Saoudite. Jusque-là, l'Arabie Saoudite, tout en ayant des liens très étroits avec les Américains, souscrivait une sorte d'assurance vie en étant le principal financier on va dire, du développement de l'islam et de l'islamisme dans le monde. Une sorte d'assurance tout risque. À partir de l'arrivée au pouvoir de MBS, les choses ont changé. On a compris que MBS avait décidé d'entrer dans un paradigme complètement différent, qu'il avait décidé de cesser de soutenir une bonne partie de la nébuleuse islamiste et accessoirement qu'il avait décidé d'aller très loin dans le rapprochement avec Israël. Toutes ces choses-là sont pour les islamistes et pour leurs alliés. Et leurs alliés, ce sont un certain nombre de régimes totalitaires dans le monde, ainsi que l'international de l'extrême gauche. Pour tous ces gens-là, l'Arabie Saoudite, ou du moins le régime MBS, devenait un ennemi à abattre. Donc il y a eu, avant même que, par exemple, n'éclate la terrible affaire Khashoggi, celle de cet activiste saoudien et journaliste pour le Washington Post qui semble avoir été assassiné dans les locaux même de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Avant même que cette affaire n'éclate, une campagne très violente contre l'Arabie saoudite s'était déclenchée. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'attitude de l'administration Biden. Aujourd'hui, on est dans une toute autre configuration. Premièrement, je crois que c'est très important de comprendre que l'administration Biden est en un équilibre plus ou moins stable entre une aile modérée et une aile gauchiste.
l'aile modérée est en train de reprendre de l'influence au sein de l'administration, et notamment, je pense, c'est l'avis de la plupart des analystes, que la guerre d'Ukraine a accéléré le retour, on va dire, au pouvoir ou près des centres de pouvoir des modérés au détriment des extrémistes de gauche. Voilà. Alors, cette chose-là est très importante. Les modérés sont fidèles à un schéma où l'intérêt national américain implique notamment d'entretenir de bonnes relations avec tous les pays du Moyen-Orient qui sont disposés à entretenir de bonnes relations avec les États-Unis. Alors, cet intérêt national prime aussi sur les questions idéologiques propres. Absolument, ça prime sur les questions idéologiques. Deuxièmement, il est clair qu'il y a eu une sorte d'accélération de ce phénomène avec la crise planétaire que nous vivons aujourd'hui. Au-delà de la guerre d'Ukraine, il y a toutes sortes de problématiques très graves qui sont en train de se poser. En gros, on sent bien que même si le terme de Troisième Guerre mondiale est peut-être un peu excessif et peut-être un peu... sensationnaliste, oui, c'est le mot. Néanmoins, il y a aujourd'hui clairement une compétition planétaire pour maintenir le leadership occidental ou au contraire anéantir définitivement le leadership occidental au profit de pays ou de systèmes non occidentaux, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine ou de l'Iran ou même de l'Inde. Et donc, dans ce contexte-là, les Américains sont en train de refaire tous leurs calculs. Alors justement, alors que Riyad s'était beaucoup rapproché ces derniers mois, semestres, de la Chine et de la Russie, Biden ne veut-il pas, en quelque sorte, comme vous le commenciez à l'expliquer, rééquilibrer les relations des États-Unis avec l'Arabie Saoudite, notamment, vous l'avez mentionné, à cause de la crise russo-ukrainienne et de ses conséquences énergétiques aussi, puisque ça a des conséquences sur la production et l'exportation de pétrole. Et donc Biden escompterait demander à Riyad, et je crois que l'administration américaine l'a déjà fait, qu'elle augmente, ainsi que l'OPEP, pour compenser le manque du pétrole russe, qu'elle augmente la production de pétrole. Est-ce que tout ce contexte-là qui a rapport à la crise énergétique et ukrainienne, c'est pas déjà une grande victoire pour MBS, justement ? Oui, c'est une victoire dans la mesure où il apparaît comme à nouveau, aux yeux des Américains, il apparaît à nouveau comme un acteur essentiel et qu'on ne peut pas négliger. Il faut dire que MBS, mais aussi les dirigeants émiriens, mais aussi tous les pays modérés du monde arabe et islamique, ont clairement dit aux Américains, écoutez, si vous nous lâchez, et actuellement, tout ce que vous faites laisse entendre que vous allez nous lâcher. Vous nous lâchez, nous avons un intérêt national, nous avons décidé de survivre, nous allons aller voir d'un autre côté. La concurrence. À commencer par la Chine. Mmh. Donc, les Saoudiens ont commencé à prendre un certain nombre de mesures de rapprochement avec la Chine. Ces mesures de rapprochement avec la Chine qui étaient tout à fait inévitables, et on se demande sincèrement comment quelqu'un à Washington a pu négliger ce facteur et a pu ignorer que inévitablement une campagne anti-saoudienne, une campagne de lâchage des modérés au Moyen-Orient n'aurait pas comme contrepartie un rapprochement du Moyen-Orient avec la Chine. On peut se demander comment ça a été possible, cela. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, à nouveau, vous avez des gens qui disent à Washington, et on n'a pas le choix, on ne peut pas s'amuser à perdre le Moyen-Orient au profit de la Chine. Ce serait un désastre géopolitique. Alors, c'est très intéressant, j'ai sous les yeux une citation qui date du début juin du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a justement bien défini ce revirement. Je cite, voilà, l'Arabie Saoudite est un partenaire essentiel, a-t-il dit, pour nous, Américains, dans la lutte contre l'extrémisme
dans la région, dans la gestion des défis posés par l'Iran, et j'espère aussi dans la poursuite du processus d'établissement de relations entre Israël et ses voisins proches et lointains à travers la poursuite, l'expansion des accords d'Abraham. » Fin de citation. Alors, ma question, c'est ce rapprochement auquel on assiste là, ce qui est un revirement pour les États-Unis, s'inscrit en fait dans un contexte, vous l'évoquez vous-même, géopolitique régional plus global, notamment après le soutien qui a été accordé par Riyad au renouvellement de la trêve au Yémen, qui a tout d'un coup été applaudi par Washington, alors que jusque-là, ça ne les concernait pas trop. Enfin, il faisait mine de ne pas tenir compte de ce conflit quand même, qui est très, très prégnant. Et puis aussi dans un contexte marqué par le défi nucléaire iranien, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et en rapport aussi avec, c'est ce que vient de dire, enfin cette citation que je viens de donner de Blinken, en rapport avec la perspective d'un élargissement des accords d'Abraham. Alors, malgré tout, est-ce que c'est un revirement à 180 degrés de l'administration Biden de voir franchement ce rapprochement? C'est quelque chose d'assez surprenant. Oui, c'est un revirement. C'est un revirement par rapport à ce que l'administration Biden disait tout à fait dans les premiers mois, à ses débuts. Ouais. C'est un revirement par rapport à ce que l'aile de gauche ou d'extrême gauche des administrations affirmait de son côté. D'un autre côté, faut-il parler de revirement, encore une fois, ou simplement d'une reprise en main par rééquilibrage, en fait, des éléments les plus modérés de l'administration. Toujours est-il que ce qu'il faut quand même dire, c'est que la diplomatie israélienne, d'une part, les diplomaties des différents pays arabes ou musulmans concernés, d'autre part, ont su travailler avec beaucoup de concertation, de coordination auprès des Américains pour les convaincre de changer complètement de perspective et en fait pour en revenir à la perspective précédente qui n'est pas la perspective de l'époque Clinton, qui n'est pas la perspective de l'époque Obama, mais qui est bien la perspective des accords d'Abraham, c'est-à-dire de l'époque Trump. La grande vision de Trump, de l'administration Trump, disons, qui a abouti aux accords d'Abraham, est validée et réhabilitée par le nouveau cours stratégique et diplomatique américain. On aurait tendance à dire par la force des choses. Alors justement, en ce qui concerne le programme israélien, j'allais dire le volet israélien de la visite de Biden, il y a théoriquement beaucoup de dossiers sur la table, à la fois pour les États-Unis et pour Israël, qu'on pourrait qualifier d'alliés indociles à plusieurs égards. Tout d'abord, le dossier palestinien, avec la remise au goût du jour de la solution à deux États, du point de vue des Américains, et puis leur volonté, si ce n'est d'ouvrir un consulat à Jérusalem, tout du moins de renforcer la position de leur bureau d'intérêt américain. Et puis il y a évidemment le dossier iranien qui est en soi le morceau de bravoure de cette visite, sans doute. Et puis, on le disait à l'instant, le renforcement des accords d'Abraham. Ça fait quand même beaucoup de choses pour une visite qui va intervenir dans un contexte un peu incertain en Israël. Alors, nous sommes encore, disons... Nous ne sommes pas encore arrivés à cette visite elle-même. Il peut se passer encore des choses dans un sens ou dans l'autre. Mais vous avez raison sur tous ces points. Commençons par le dossier palestinien. Sur ce point-là, effectivement, l'administration Biden, à la différence de l'administration Trump, prend en considération la revendication palestinienne. La grande question est de savoir s'il s'agit disons, d'une réaffirmation de pure forme ou si cela va au-delà. L'impression que l'on a, c'est que tout, y compris la visite à Ramallah, est une affaire de pure forme. Les Américains ne sont évidemment pas dupes du pouvoir réel
de Mahmoud Abbas à Ramallah. Donc c'est plutôt un geste, une manière pour les Américains de dire oui, bien sûr, n'oublions pas les Palestiniens, etc., etc. Mais l'important est ailleurs. L'important, c'est la réaffirmation d'une convergence stratégique entre les États-Unis, Israël et un certain nombre de pays arabes. Jamais elle n'a été réaffirmée avec autant de force depuis l'époque Trump. Et puis, il y a aussi, et ça me semble extrêmement important, de manière concrète, une convergence vraiment de caractère militaire. Il y a 2 points qui sont importants. Dans le dossier iranien, en l'occurrence. Dans le dossier, oui, le dossier iranien, mais au sens de dossier des ingérences ou des ambitions globales iraniennes au Moyen-Orient. Nous voyons que, en fait, les Américains laissent agir Israël à sa guise, y compris en Iran, y compris directement contre l'Iran. Israël n'a pas, disons, formellement revendiqué un certain nombre d'actions spectaculaires en Iran, mais tout le monde est à peu près convaincu que c'est bien Israël qui agit. Israël n'a pas prévenu les Américains, soit que ce ne soit pas Israël qui soit l'auteur de ces actions, ce qui est peu probable, soit tout simplement qu'Israël ait reçu un feu vert de la part des Américains d'agir au meilleur moment. Mais les Américains n'ont à aucun moment élevé de protestation ni de réserve par rapport aux initiatives israéliennes. Ce qui est très important aussi, ce qui me paraît très révélateur, c'est l'évolution du langage américain. Que l'on soit passé d'un langage où l'on disait il faut reprendre la négociation, il faut reprendre l'accord qui avait été conclu, il faut disons lui donner une deuxième chance, une deuxième vie. Ça, c'était les propos au début de l'administration Biden. Aujourd'hui, on est en train de dire que, premièrement, il y a un blocage total du côté iranien et que si la diplomatie est une priorité, on ne peut rien exclure, y compris une option militaire. Il y aurait une prise de conscience du côté de Washington que les Iraniens sont finalement un partenaire adversaire très dangereux. Encore une fois, les modérés de l'administration Biden ont réussi à faire entendre disons, ceux qui prennent des décisions, c'est-à-dire au président peut-être, au secrétaire d'État certainement, qu'il y a réellement un problème iranien, que la convergence totale d'appréciation entre les Israéliens et les Arabes modérés sur cette question devrait être prise au sérieux par les autorités de Washington. Donc voilà quelle est à peu près la situation aujourd'hui. C'est une situation qui représente, encore une fois, un changement complet par rapport à ce que l'administration Biden a pu être tout à fait à ses débuts. Alors, dernière question, pensez-vous que l'un des résultats escomptables de la visite de Biden, donc au Moyen-Orient, avec ses 3 étapes, et surtout Jérusalem et Riyad, ce serait justement que l'Arabie Saoudite se joigne d'une manière ou d'une autre aux accords d'Abraham ? Écoutez, je ne sais pas trop, personne ne le sait. Concrètement, l'Arabie Saoudite est pratiquement un partenaire, et même un partenaire essentiel des accords d'Abraham, de manière réelle. Ce qu'il y a, c'est que l'Arabie Saoudite continue à dire qu'il n'est pas question d'aller plus loin tant qu'on n'aura pas les droits, une reconnaissance claire des droits des Palestiniens, et notamment par Israël des droits des Palestiniens. Est-ce que c'est MBS lui-même qui insiste sur cette idée ? Est-ce que c'est
On a parlé aussi de l'influence de son père, qui reste quand même le roi, et qui, disons... À son mot à dire. Serait inquiet de la portée d'un tel changement idéologique. C'est très difficile de dire, mais concrètement, on voit tous les jours que la coopération israélo-saoudienne ne fait que se développer sur énormément de plans. On ne sait pas exactement ce que MBS, le prince Mohammed bin Salman, a pu dire au roi Abdallah II de Jordanie. C'est quand même un geste très spectaculaire de la part du souverain saoudien d'aller à Amman. Sachant l'hostilité de... Oui, il y a une hostilité, du régime par rapport aux accords d'Abraham. Oui, enfin, mais il y a 1000 choses qui s'entremêlent dans cette histoire. Il y a un vieux différend entre les Saoudiens et les Jordaniens qui date, qui a 100 ans, c'est-à-dire qui date de l'expulsion de la dynastie hachémite de la Mecque par les Saoudiens. C'est ça. Donc c'est une très vieille histoire. Le fait donc que le roi, le prince et chef d'État de facto de l'Arabie Saoudite soit allé voir Abdallah chez lui, cela veut dire que les Saoudiens ont décidé de bien faire comprendre les enjeux au roi Abdallah. C'est ça que ça signifie. Et nous verrons jusqu'où tout cela peut aller. Michel, merci beaucoup pour ces analyses en prospective, on peut dire, de cette visite de Biden et de ce rapprochement entre Riyad et Washington. Merci d'être venu au studio Kalita. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.